Merci beaucoup à vous d'être présents pour ce temps à l'heure du déjeuner autour des énergies renouvelables citoyennes à intégrer dans les PCAET. Donc on accueille aujourd'hui Charlotte Izard du RAC qui va rester toute la journée, tout le midi, pardon, avec nous pour pouvoir nous présenter à la fois la campagne alternative territoriale et aussi les enjeux du PCAET. Et elle nous précisera comment pouvoir communiquer avec les élus et les collectivités territoriales pour faire en sorte que les propositions que l'on va vous présenter tout à l'heure puissent être réellement intégrées au futur PCAET. Je vais vous présenter dans un premier temps le pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, la plus-value des projets citoyens et Charlotte va pouvoir continuer à nous présenter les enjeux des PCAET et la campagne alternative territoriale. Ce sera un premier temps introductif assez important. Et puis, nous pourrons passer à la présentation des mesures autour de l'énergie citoyenne dans les PCAET. Donc ce webinaire, il est organisé dans le cadre du collectif pour l'énergie citoyenne qui rassemble 12 structures nationales, à la fois des acteurs de l'énergie citoyenne, des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Comme le CLER, comme le réseau Action Climat, comme Energy Cities aussi, qui mêle à la fois la transition énergétique avec les collectivités territoriales, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme le labo de l'ESS ou encore le CNCRES. Donc pour nous, c'est important de pouvoir s'organiser collectivement pour pouvoir faire en sorte d'apporter un cadre plus facilitateur et incitateur au développement des énergies renouvelables portées par les acteurs locaux. Pour nous, c'est important aussi de pouvoir vous reconfirmer les plus-values d'un projet porté par le territoire. Donc il y a plusieurs plus-values qui sont très importantes pour nous. D'abord, quand on porte un projet localement, en tant que collectivité ou en tant que citoyen ou collectif d'agriculteurs, c'est avant tout une adhésion au projet. Donc pouvoir intégrer le projet dans son à la fois son aspect paysager, mais aussi social, avec les habitants, ça c'est vraiment très important pour nous. C'est aussi un exercice de démocratie locale. Les projets de territoire sont des projets qui permettent une gestion décentralisée des moyens de production et c'est important de pouvoir organiser la gouvernance dans ce type de projet. Les ressources économiques, au-delà des recettes fiscales, quand on parle de projet de territoire, c'est aussi de participer à la fois à la gouvernance, mais aussi au capital. Donc ça veut dire qu'il y a des retours sur investissement qui bénéficient directement au territoire. Enfin, alors un avant-dernier bénéfice pour nous, mais qui est inhérent, je dirais, à la transition énergétique, c'est-à-dire que le développement des énergies renouvelables est important pour pouvoir travailler sur des actions d'adaptation au changement climatique. Et un dernier aspect qui est pour nous très important, qui est que quand on parle de projets portés par les acteurs du territoire, ça nécessite de faire un effort ce qu'on appelle l'éducation populaire, ou en tout cas d'appropriation des questions de l'énergie, mais aussi au niveau juridique, financier, ça nécessite de la pédagogie pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une adhésion importante des citoyens et des collectivités. Voilà, pour moi, c'était important de vous rappeler ces plus-values. Ensuite, une spécificité des projets citoyens comme nous, on l'entend, c'est que les collectivités, les citoyens participent à la fois au financement,
et à la gouvernance. Donc c'est vraiment la particularité des projets citoyens et c'est en cela qu'on se distingue aussi de ce qu'on appelle les projets participatifs, qui, sollicitent plutôt les plateformes de crowdfunding sans participation à la gouvernance. De notre côté, quand on parle de projets citoyens et projets collectifs, c'est bien une participation au financement qui permet une participation à la gouvernance. Voilà, donc quelques rappels. On est dans une dynamique qui est vraiment en marche avec plus de 250 projets partout sur les territoires et pour ce faire, on a une équipe, d'animateurs régionaux, qui sont là pour pouvoir accompagner, conseiller, les acteurs locaux dans, le montage des projets citoyens, de faire l'interface aussi avec les conseils régionaux, avec les communes. Donc c'est important de pouvoir avoir des personnes référentes et compétentes sur le montage de projets citoyens. Voilà, avant d'aller plus loin, sur, le contenu de nos propositions, je vais donner la parole à Charlotte Izard du réseau Action Climat, qui va, nous représenter peut-être pour certains, les enjeux, autour, de l'élaboration des PCAET. Et elle nous présentera aussi la campagne alternative territoriale, qui est, une campagne dans laquelle, plusieurs membres du collectif pour l'énergie citoyenne, participent. Voilà, donc je te passe la parole. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Charlotte Tissard, je travaille au réseau Action Climat, qui est donc une plateforme qui regroupe 21 ONG nationales et qui fait de la coordination du plaidoyer institutionnel avec ces associations-là. Et dans ce cadre, je travaille plus particulièrement sur les politiques locales, donc tous les enjeux notamment de planification territoriale. Et aujourd'hui, on est plus sur l'échelle intercommunale avec tout un travail qu'on mène notamment avec Alternativa et Action Développe COP21 autour des alternatives qu'on peut porter dans les territoires. Donc juste pour vous faire un petit rappel sur les plans climat, on a souhaité le mettre aujourd'hui au cas où certains d'entre vous sont soit des territoires nouvellement obligés par cette obligation réglementaire, soit des acteurs qui découvrent ce document-là. Alors pour nous, le plan climat, c'est vraiment une bonne opportunité pour agir et porter des mesures au niveau des territoires en lien avec le climat, donc que ce soit sur les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, les transports, l'alimentation, l'agriculture, etc., etc. C'est pour ceux qui découvrent un petit peu, vraiment, il faut prendre le plan climat comme un projet de développement territorial qui va être axé sur la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique. C'est vraiment une stratégie qui va contenir un diagnostic, donc un calcul de qu'est-ce qui émet des gaz à effet de serre sur le territoire, qu'est-ce qui consomme de l'énergie, et qui, à partir de ce diagnostic, va cadrer une stratégie qui permettra de décliner un plan d'action. Donc, on est sur quelque chose de très concret. Il y a des actions, un budget affecté, un déroulé dans le temps. C'est une planification pour 6 ans. Et chaque action a un porteur. À noter que le plan climat, c'est une dynamique territoriale. Donc, on n'est pas uniquement sur des actions qui vont être portées par l'intercommunalité, mais l'intercommunalité peut décider que pour limiter les émissions de gaz à effet de serre sur le périmètre du territoire, il va falloir agir en étant des collectifs d'associations, des entreprises, des communes membres de l'EPCI. Donc, le plan d'action ne concerne pas que les compétences de l'intercommunalité. Oui, j'ai peut-être pas dit, mais le plan climat nouvelle génération, donc avec cet acronyme fabuleux de PCAET, plan climat air énergie territoriale, contrairement au PCET d'avant la loi de transition énergétique de 2015, recentre l'obligation du portage du plan climat sur les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment un document dans lequel on peut s'impliquer pour concrétiser toutes les mesures de transition énergétique que l'on porte. Et il a l'intérêt d'être élaboré de manière concertée. On y reviendra un peu plus tard, mais ça, bien qu'on puisse contester les modalités de concertation dans les territoires, c'est tout de même une occasion de participer plus facilement qu'à d'autres moments. Alors évidemment, si vous êtes dans un territoire qui fait plus de 50 000 habitants et qui a donc normalement déjà réalisé son plan climat et qui l'a déjà actualisé en 2016, ça ne vous empêche pas de travailler à l'intégration de mesures énergie-climat dans les politiques publiques de votre territoire, puisque le plan climat, c'est une démarche qui va être suivie, révisée, et on peut régulièrement rehausser l'ambition et travailler sur ce document. C'est pas un document qu'on range dans un placard pour 6 ans. Ça va être quelque chose qu'on va actualiser régulièrement et réorienter si ça n'est pas suffisamment soit bien mis en œuvre, soit ambitieux.
ou alors vous orienter plutôt sur une des communes de votre territoire. À l'inverse, si vous êtes acteur et habitant d'un petit EPCI de moins de 20 000 habitants, qui n'est pas soumis à l'obligation du plan climat, au final, vous êtes presque sur un territoire où vos élus sont plus faciles d'accès, qui en plus sont souvent plus à même d'entendre des mesures liées au développement d'énergies renouvelables. Et je fais le lien avec les territoires à énergie positive que vous connaissez très certainement, qui sont souvent des plus petits EPCI en milieu rural, où finalement le déploiement d'alternatives, notamment liées aux renouvelables, est certainement plus facile qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on trouve dans un plan climat? Alors on trouvera toujours, je vous le disais tout à l'heure, on trouvera toujours les deux volets, c'est-à-dire atténuation, donc limitation des émissions de gaz à effet de serre, et adaptation du territoire aux effets des changements climatiques, sur un tas de thématiques qui vous sont très certainement familières, notamment pour ce qui est de l'énergie et de la maîtrise de l'énergie. Donc quand j'entends énergie, ça va être tout le champ du développement des énergies renouvelables que la collectivité peut faire, mais que la collectivité peut aussi inciter, faciliter, cofinancer. Il y a tout un tas de possibilités différentes. Peut aussi se fixer des objectifs ambitieux en matière d'atteinte de pourcentage d'énergie renouvelable, de pourcentage d'énergie citoyenne, mais ça, on reviendra dessus plus tard. Et puis on retrouvera les thématiques un peu classiques qui touchent au climat, c'est-à-dire énergie, maîtrise de l'énergie, déchets, transport et mobilité, agriculture et alimentation. On prend vraiment le champ de l'alimentation de plus en plus là dans les territoires. Les questions d'économie qui sont évidemment structurantes, tout comme l'aménagement du territoire et sa planification. Bien évidemment l'air, puisque le A de l'acronyme PCAET, c'est la thématique de la qualité de l'air, qui va se retrouver dans les politiques publiques de mobilité, mais aussi de bâtiments et de qualité de l'air intérieur. Et les questions de bois, forêt, notamment en lien avec les questions d'énergie renouvelable, mais pas que, en lien aussi avec des protections de biodiversité et de stockage, etc. Si je vais trop vite, vous me le dites, mais je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas si vous êtes perdu ou pas. Je vous ai remis ici un petit déroulé indicatif de comment se passe l'élaboration du plan climat dans vos territoires. C'est évidemment quelque chose de très indicatif et des moyennes. Et je vous ai remis les dates d'obligation juste en dessous. Donc, au 31 décembre 2016, les EPCI de plus de 50 000 habitants auraient dû adopter leur plan climat air énergie territoriale. Certains l'ont fait, d'autres sont encore en cours. L'obligation n'est pas tout à fait tenue partout. Donc, renseignez-vous, il est possible que votre intercommunalité même grosse soit encore en cours d'élaboration de son plan climat. Pour les plus petits, on est sur un délai qui court jusqu'à décembre 2018. Donc, on a encore quelques mois pour pouvoir pousser des mesures dans ces documents. Donc, généralement, les 3 à 6 premiers mois, c'est vraiment une phase de lancement qui va être très en interne de la collectivité, hein, avec toute une phase d'organisation de la gouvernance, d'information et d'adhésion, mais au sein de l'EPCI. La phase de diagnostic peut être plus ou moins longue. On est sur généralement 6 à 9 mois de travail. Et en termes d'implication de nos collectifs citoyens, associations et autres acteurs du territoire, l'implication pourrait être variable selon les territoires. Il y a des territoires qui vont solliciter la concertation des acteurs pour venir donner une dimension sensible à ce diagnostic et compléter le bilan d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique par l'expertise d'usage des acteurs du territoire. C'est pas le cas partout, vous ne serez pas toujours impliqué dans le diagnostic, mais c'est possible et c'est très intéressant. Ça permet quand même ensuite d'orienter la stratégie et le plan d'action, qui est une phase qui va durer à peu près, elle aussi, 6 à 9 mois en moyenne à nouveau. La stratégie, elle est souvent discutée au sein d'un comité de pilotage avec les élus. À part si vous êtes impliqué dans un conseil de développement, par exemple, ou un autre organisme de gouvernance partagée de la collectivité un peu officiel, il est rare de participer à la co-construction de la stratégie. Par contre, l'écriture du plan d'action est très souvent soumise à la concertation. Et c'est là qu'on peut vraiment trouver la pertinence d'aller solliciter les acteurs du territoire, qu'ils soient associations, collectifs de développement des ENR ou autres, puisque, je vous le disais tout à l'heure, le PCI aura besoin d'avoir, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de tout le territoire, des actions portées par un tas d'acteurs différents. Et c'est là où nous, on peut porter nos mesures ou demander à la collectivité de les porter. Ensuite, la mise en œuvre, donc les 6 prochaines années, qui permet d'avoir un dispositif de suivi et d'évaluation sur la base d'indicateurs
d'indicateurs de suivi qui permettent du coup d'améliorer le projet au fur et à mesure. C'était assez rapide, j'espère que c'était assez clair. Et je te redonne la parole, non, Justine? Alors tu me redonnes pas la parole. Non, Par j'enchaîne? contre, tu vas pas enchaîner non plus. En fait, il y a 2 questions qui se Je les portent vois sur pas. le PCET. C'est pas grave, je vais te les dire, Ok. il y a pas de souci. La première, c'est est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par démarche suivie et comment ça se concrétise? Ah, oui, pardon. Oui. Tu veux me Voilà, poser toutes les questions et je réponds ou on fait un bah, peu pre réponds déjà à cette question et puis D'accord. je te poserai la deuxième question. Pardon. La logique de suivi-évaluation, c'est comme dans beaucoup de conduites de projet, c'est-à-dire que lorsqu'on va se fixer un objectif à atteindre avec la mise en œuvre d'une action, on va choisir un ou plusieurs indicateurs qui nous permettront de vérifier si on est sur la bonne trajectoire pour atteindre cet objectif ou si on a atteint vraiment l'objectif final. Par exemple, je prends un exemple, je me fixe en tant que collectivité un objectif de 100% d'énergie renouvelable en 2050. Donc ça, c'est bien joli. Ensuite, il faut que je le décline concrètement en actions. Mes actions vont être, par exemple, participer au financement d'un projet d'énergie renouvelable sur mon territoire à hauteur de 15% du projet en question. Mon indicateur, je vais en avoir plusieurs. Je peux avoir un indicateur final qui va être budget total mis dans le projet en question, et je vais avoir des indicateurs de suivi en admettant que cet objectif-là soit sur plusieurs années. Je vais vérifier que chaque année, j'ai bien augmenté de X% ma participation au projet d'énergie renouvelable sur le territoire. Autre exemple, j'ai un projet de déploiement de pistes cyclables sur mon territoire. Il paraît assez logique que je ne vais pas du jour au lendemain faire 300 km de pistes cyclables dans mon intercommunalité. Je vais décliner cet objectif-là en actions très concrètes avec un plan, un programme de travail. Mes indicateurs de suivi, je vais en avoir de plusieurs ordres. Je vais en avoir sur concrètement combien j'ai fait de linéaires de pistes cyclables sur mon territoire. Mais pour vérifier que mon action soit pertinente et efficace, je vais aussi avoir un indicateur qui va consister à quelle est la part du report modal. Est-ce qu'effectivement, le fait d'avoir dessiné des pistes cyclables à hauteur de 20 km par an a contribué à ce que les usagers se reportent de la voiture vers la piste cyclable. Donc, quand on dit suivi-évaluation, c'est d'avoir constamment cette logique dans chaque choix et déploiement d'action, d'avoir un indicateur qui permette de suivre vraiment à la fois la mise en œuvre de l'action et son impact et l'atteinte des objectifs. Et en fait, l'intérêt de ce type de démarche, mais le plan climat n'est pas du tout le seul à faire ça. Globalement, la plupart des projets de politique publique maintenant sont dans une logique avec un suivi et une évaluation des projets. On cherche à savoir concrètement où est-ce qu'on a mis l'argent, quels résultats ça a eu et est-ce que la politique publique a atteint son objectif. Permet d'améliorer les projets au fur et à mesure parce que chaque année, on va dire bon, bah, c'était bien gentil, on a dépensé tant, mais ça n'a eu aucun impact. Donc, réorientons la politique publique pour atteindre notre objectif. Ok, merci Charlotte. Une deuxième question qui porte sur le lien entre un SRCAE qui a déjà été réalisé et un PCAET qui reste à faire. Oui, alors le plan climat. Alors, juste, je termine. Quel lien peut-on établir entre ces deux documents et quelle différence entre les deux exercices et comment expliquer cette différence aux élus? Alors, la différence, elle est toute simple, c'est que c'est pas du tout le même acteur qui porte la démarche. Le SRCAE, c'est le schéma régional climat et énergie. C'est un schéma, comme son nom l'indique, qui est fait par le conseil régional. En l'occurrence, à l'époque, qui était fait par le conseil régional et l'ADREAL, le service déconcentré de l'État. C'est la planification régionale de l'énergie. Donc, on n'est pas sur la même échelle territoriale. Le SRCAE, il est encore en cours jusqu'à ce que la région adopte son SRADET, son schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui est le nouveau méga schéma que doivent réaliser les régions pour juillet 2019, qui va englober l'énergie, mais aussi la biodive, les transports, les déchets et tout un tas d'autres sujets de planification régionale. Ça, c'est pour le SRCAE qui doit être aujourd'hui comme le volet énergie d'un schéma régional un peu plus large de planification. Le plan climat, quant à lui, il est élaboré à l'échelle de l'intercommunalité par votre EPCI, donc on est sur une échelle plus petite. Il doit aussi, bien évidemment, c'est aussi un diagnostic avec un plan, une stratégie et un plan d'action pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie, mais on n'est pas sur la même échelle ni sur les mêmes acteurs. Le lien entre les deux, c'est que le plan climat,
doit être compatible avec le schéma régional. Donc, on doit vraiment retrouver la manière dont le plan climat va décliner les objectifs régionaux. Et du coup, tant que le SRADET n'a pas été adopté par la région, le plan climat se conforme au SRCAE. Et puis, une fois qu'il y aura le SRADET adopté en 2019, il faudra prendre en compte le volet énergie du SRADET, mais ce sera sensiblement la même chose, si ce n'est que certaines régions sont en cours de rehausse très forte de leurs ambitions régionales. Donc, il faudra que les plans climat suivent aussi cette hausse d'ambition. Ok, merci Charlotte. En fait, je te laisse enchaîner sur la campagne alternative territoriale. Ouais, je vais faire Donc, pour rappel, hein, notre manière de diffuser nos propositions énergie citoyenne dans le cadre donc des PSAET, elle est plurielle et une des portes d'entrée, c'est de pouvoir inscrire nos propositions dans le cadre de cette campagne alternative territoriale. Donc, c'était important pour nous de prendre quelques minutes pour vous présenter ce que c'est cette campagne avant de continuer sur les propositions bien précises sur l'énergie citoyenne. Voilà, donc je te laisse la parole, Charlotte, pour très rapidement, quelques minutes. Oui, alors très rapidement, la campagne en question, c'est une campagne qui est portée par le réseau Action Climat, Alternativa et ANV COP21, des structures plutôt militantes à l'échelle locale. Cette campagne, on l'a montée en début d'année 2018, donc elle est toute fraîche, parce que on estime que face à l'urgence climatique et à l'urgence de transformer les alternatives que peuvent porter les collectifs, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de collectifs associatifs, il faut vraiment qu'on puisse passer à une autre échelle qui est celle des politiques publiques territoriales pour avoir beaucoup plus d'impact. Et on essaye de saisir l'opportunité politique des plans climat et d'avoir encore un petit peu la possibilité de travailler cette année avec nos élus pour obtenir des mesures un peu ambitieuses. Pour nous, c'est aussi l'occasion de transmettre une nouvelle méthode de travail aux militants d'Alternativa et d'ANV COP21, qui est celle du plaidoyer en matière de politique publique locale, ce qui n'est pas forcément l'habitude de ce réseau-là d'associations avec lesquelles on travaille. Et donc, c'est aussi l'occasion voilà, de renforcer un peu ce tissu-là dans la perspective des municipales de 2020. Donc, entre guillemets, on s'exerce un petit peu sur 2018, même si on est sur quelque chose de très sérieux, puisque l'objectif, c'est d'avoir des mesures ambitieuses en fin d'année, mais on travaille bien sur une perspective à plusieurs années. Cette campagne, elle est montée en partenariat. Le principe, c'est de pouvoir faire monter en compétence des groupes locaux pour les aider à choisir leur campagne, la pertinence d'un sujet qui va être adapté à leur territoire, à leurs élus, au tissu associatif local. Et les mesures que l'on propose aux collectifs de porter vont être appuyées par du partenariat. Donc, c'est le cas aujourd'hui, par exemple, avec Enercop Énergie Partagée, sur toutes les mesures liées au développement des énergies renouvelables sur le territoire ou au choix de fournisseurs d'électricité verte. Mais c'est aussi le cas des mesures déchets en partenariat avec Zero Waste, de mesures sur l'eau avec Eau Bien Commun, etc., etc. Et ce qui nous permet aussi de renforcer certains liens associatifs au niveau local, par exemple avec des groupes habitateurs, des associations membres de France Nature Environnement et autres structures membres du CLER ou de Greenpeace, par exemple. Du coup, l'idée, c'est qu'on aide les groupes à structurer leur propre campagne locale. On n'est pas du tout sur un projet de campagne descendante, on est plus là sur leur donner des kits pour s'intégrer dans une vie associative locale, pour réussir à structurer une stratégie gagnante au niveau local, pour se positionner face aux élus. Quand je dis kits, c'est à la fois des documents écrits pour ceux qu'on ne peut pas rencontrer et puis des formations en présentiel, mais aussi tout un tas de documents pour clarifier les plans climat, les compétences des collectivités. On a des documents un peu type qui peuvent s'approprier et réutiliser à leur sauce. Et puis les mesures dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont coportées par nos partenaires, qui nous aident beaucoup du coup à pouvoir aussi crédibiliser les messages portés et renvoyer vers d'autres acteurs pour pouvoir creuser certaines thématiques lorsque les groupes le choisissent. Et on a un suivi très régulier puisqu'on est en contact permanent avec les groupes et on organise régulièrement des formations. Les mesures, ce que je vous disais, donc elles sont coportées par les partenaires, elles sont suggérées aux groupes, pas imposées. On leur propose de travailler sur ce genre de thématiques parce qu'elles sont impactantes en matière de climat, parce elles rentrent dans le cadre d'un plan climat cette année, et parce qu'il y a des partenaires qui les coportent, ce qui est le cas notamment des thématiques énergie renouvelable ou maîtrise de l'énergie que j'ai mis un petit peu volontairement en avant sur cette diapositive,
avec des mesures qui sont coportées par du coup le collectif pour l'énergie citoyenne ou Leclerc dans le cadre de la maîtrise de l'énergie. Vous connaissez ces mesures-là, donc je passe un peu. On leur propose de travailler en constituant leur groupe local, en évidemment s'intégrant convenablement dans le tissu associatif local, parce que à l'échelle locale, il existe des acteurs experts du plaidoyer, il existe des acteurs qui portent des alternatives, comme je pense une grande partie d'entre vous impliqués dans des projets de développement d'ENR au niveau local. Donc il ne s'agit pas de débarquer avec des gros sabots et de vouloir tout refaire à zéro, mais plutôt de s'intégrer dans un tissu associatif local et apporter une plus-value. Et je pense que c'est ce que l'on doit tous et toutes faire chacun pour essayer collectivement d'avancer. De choisir une stratégie en fonction d'un contexte interne, en tant qu'association et collectif, quels sont réellement nos moyens. D'un contexte externe aussi, quelles sont les opportunités politiques, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir un vrai impact sur le climat. De choisir des objectifs, ça on les aide beaucoup parce que c'est pas toujours évident pour un collectif de bénévoles de se structurer sur des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, acceptables, réalistes et qu'on peut mesurer dans le temps, enfin, des vrais objectifs qu'on se fait lorsqu'on monte des campagnes. Et d'identifier bien des cibles, donc des élus ou des chargés de mission, ça va être variable, ou d'autres acteurs, et des alliés auxquels parfois on ne pense pas toujours. Ça va être le cas, par exemple, je dis un peu n'importe quoi, mais ça va être le cas de réseaux de familles et de parents d'élèves, par exemple, dans le cadre de campagne sur l'alimentation. Voilà. Et on utilise le Tour Alternativa qui démarre le 9 juin jusqu'au 6 octobre pour être un moment d'élargissement du réseau et de recrutement, entre guillemets, de nouveaux acteurs dans cette campagne pour faire travailler nos groupes avec les élus. Et ça, je vous le disais à l'instant. Donc, voilà. Je te repasse la parole, Justine. Merci Charlotte. Alors, on a 2 questions. Alors, il y a déjà eu une partie de la réponse qui a été posée dans le chat. Donc, la première question, c'est à propos du PCAET de la ville de Paris. Ouais. Donc il y a Alternativa qui réfléchissait à la mise en place d'un comité de suivi et la ville de Paris propose en fait de mettre en place ce comité de suivi pour suivre l'évolution de son PCAET. Et apparemment dans ta présentation, il est indiqué que c'est déjà prévu. Pas du tout. Donc moi j'ai pas l'impression non plus. Donc, non, c'est pas du tout ça. Je vais revenir dessus si tu veux. Très rapidement sur la ville de Paris, mais rapidement parce que je pense que ça ne concerne pas tout le monde. Effectivement, avec Alternativa, il y avait eu toute une réflexion pour intégrer la gouvernance du plan climat, qui permettait du coup d'être impliqué au long cours dans le suivi des politiques publiques climat, ce qui en soi est une démarche qu'on peut reproduire dans tous les territoires, c'est-à-dire chercher à s'impliquer régulièrement et de manière pérenne dans une instance de gouvernance partagée avec le territoire pour proposer nos mesures et suivre leur mise en place. C'est pas prévu à l'heure actuelle par la ville de Paris, même si la ville de Paris a entendu cette proposition et réfléchit en ce moment aux modalités concrètes de mise en œuvre. Mais je ne sais pas où j'ai écrit que ce serait déjà prévu, mais c'est pas le cas et si je l'ai fait entendre, je m'en excuse. Ok, et donc une question qui porte concrètement les PCAET? Oui, alors c'est les EPCI, donc les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Alors il y a donc un petit trou dans la raquette, puisque l'obligation appliquée aux communes depuis le 1er janvier 2017 de se regrouper en intercommunalité ne porte que pour les territoires de plus de 15 000 habitants. Donc en gros, entre 15 000 habitants et 20 000 habitants, il y a des EPCI qui ne sont pas obligés de porter des plans climat. Donc ce sont des EPCI entre 15 et 20 000 habitants, donc c'est très souvent dans les zones de montagne. En gros, je vois la question sur la zone blanche, mais il y a une petite zone blanche dans certaines zones de montagne et puis dans l'espèce de banane du vide qu'on peut avoir en France. Ce qui ne veut pas dire que c'est des territoires qui font rien. Des fois, ils ont des plans climat volontaires, des fois, ils sont dans d'autres démarches de transition énergétique non réglementaires. Mais en tout cas, en termes d'obligation, effectivement, les EPCI de moins de 20 000 habitants ne sont pas couverts. Je vous propose de continuer sur les propositions autour de l'énergie citoyenne. Merci beaucoup Charlotte. On va te retrouver pour le deuxième temps du webinaire qui portera sur comment mobiliser et influencer les PCAET et donc mobiliser vos collectivités.
Et on va pouvoir donc commencer sur les propositions que porte le collectif pour l'énergie citoyenne à intégrer au PCAET. Alors, la première proposition, c'est de pouvoir intégrer un objectif. Charlotte le disait, on est dans une démarche suivie. Cette démarche suivie, elle doit se baser sur des chiffres aussi concrets. Donc, le collectif porte un objectif bien précis qui est d'arriver à 15% de la production d'énergie renouvelable en France aux mains des citoyens, des collectivités territoriales et des acteurs économiques locaux d'ici 2030. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir mobiliser les collectivités à intégrer dans les PCAET cet objectif. On a exactement le même objectif au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et je précise que le Comité économique, social et environnemental qui a sorti son avis, un premier avis sur les 2 premières années de la loi de transition énergétique, a repris cet objectif comme une préconisation. Au niveau de nos objectifs opérationnels que je vous présenterai ensuite les actions liées à chaque objectif opérationnel. Donc on en a 5 qui sont donc le premier, sensibiliser et former les acteurs territoriaux au développement local des énergies renouvelables. Le deuxième porte sur la valorisation des gisements renouvelables et comment privilégier les acteurs locaux. Le troisième objectif porte sur soutenir les acteurs locaux par des moyens financiers plus importants pour le développement des énergies renouvelables. Le quatrième porte sur la maîtrise des gisements, comment les collectivités et les acteurs locaux doivent maîtriser et garder la maîtrise de leurs gisements en partenariat avec les entreprises de développement. Et un cinquième objectif qui est de développer les circuits courts de l'énergie par une consommation locale. Et on aura une personne d'Enercop pour pouvoir préciser ce point-là. Voilà, donc normalement, vous avez dû recevoir dès à présent dans le mail de confirmation la plaquette des propositions que nous portons. Cette plaquette a été réalisée de manière à ce qu'elle soit au maximum prête à l'emploi pour les PCAET. Donc, elle présente les différentes propositions que je vais vous présenter maintenant. Et ensuite, on a une annexe avec cette grille que vous pouvez voir, qui rentre un peu plus dans les détails sur les résultats attendus, mais aussi les indicateurs dont vous parlez notamment, Charlotte. Donc, on a essayé vraiment d'aller un peu plus loin que les propositions pour pré-mâcher le travail pour que nos propositions autour de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables citoyennes soient effectivement intégrées. Donc c'est parti pour le premier objectif qui est de sensibiliser et former les acteurs territoriaux au développement local des énergies renouvelables. On préconise 3 mesures qui est de donner les moyens aux conseillers des espaces info-énergie et les conseillers en énergie partagée de pouvoir se former aux particularités d'un portage local des énergies renouvelables. On a pris notamment l'exemple de Lorient Agglomération, qui met en place un service de conseiller en énergie partagée aux communes de moins de 10 000 habitants pour pouvoir les accompagner dans le développement des énergies renouvelables sur leur patrimoine et également sur leur maîtrise de leur consommation d'énergie. Une deuxième mesure porte sur la formation des élus et des agents territoriaux aux enjeux des énergies renouvelables citoyennes. L'idée, c'est pas forcément d'en faire des ingénieurs ENR citoyens, mais de bien comprendre les enjeux autour d'un portage local des projets ENR. Une troisième mesure qui est importante pour nous et qui n'est vraiment pas très compliquée à mettre en place, c'est de pouvoir systématiser, d'intégrer, en tout cas, la communication des projets citoyens dans une communication plus globale autour de la transition énergétique et du développement local.
pour nous, ça nous paraît important d'inscrire et de pouvoir le communiquer comme tel, c'est-à-dire d'inscrire les énergies renouvelables citoyennes dans une politique plus globale de transition énergétique et de développement durable. L'objectif 2, qui est de valoriser les gisements renouvelables et de privilégier les acteurs locaux. Parmi les mesures que l'on propose, qui est d'abord d'estimer et de valoriser les ressources sur le patrimoine, le patrimoine public. Pour ce faire, on a pris l'exemple de la commune de Pessac qui a généralisé en fait ces études, donc des études sur le potentiel ENR de leur patrimoine pour voir de quelle manière il est possible, dans un premier temps, de valoriser leur patrimoine pour le développement des énergies renouvelables citoyennes. Une deuxième mesure, c'est de pouvoir mettre en place une vision plus globale de développement des énergies renouvelables ou d'une filière en particulier, ce qu'on appelle mettre en place un schéma de développement des ENR ou un observatoire local des énergies renouvelables, toujours dans la perspective de pouvoir suivre les mesures et l'impact de ces mesures sur les objectifs que l'on se donne. Ensuite, garder la maîtrise du foncier. Alors ça, on va le retrouver aussi dans l'objectif numéro 4, mais pour nous, c'est vraiment essentiel que les communes et les intercommunalités puissent garder la maîtrise de leur foncier. Et puis mettre en place des critères favorisant les compétences locales. Là aussi, c'est important de pouvoir se travailler avec des acteurs qui sont le plus proches possible des installations ENR ou des futures installations ENR, donc de pouvoir mettre en place dans le cadre d'appels à projets des critères de gouvernance locale, mais aussi autour du périmètre géographique des compétences. Voilà, donc ça c'est pour l'objectif 2. Donc on prend plusieurs exemples dans la plaquette que vous avez reçue. Donc là, c'est un bref zoom sur le pays barrois pour vous expliquer aussi, quand on parle de schéma autour des ENR, comment concrètement ça peut être mis en place. Là, on prend exemple avec la filière bois où le pays barrois s'est dit, bon, bah voilà, j'ai une filière bois vraiment prometteuse avec des acteurs un peu éparpillés un peu partout, mais qui sont présents, par contre très mal structurés. Donc, leur objectif, c'était de mettre en place un plan d'approvisionnement territorial de la filière bois. Il a été mis en place un comité de pilotage avec le PCI, la région et un comité technique qui avait pour objectif de mettre en place une cartographie pour pouvoir informer et faire remonter la donnée sur le prix du bois, l'approvisionnement et les moyens d'approvisionnement du bois, les acteurs et leurs compétences pour pouvoir développer la filière bois. Tout ça a permis de mettre en place un plan d'approvisionnement et surtout d'être un outil de décision pour les élus pour pouvoir orienter le développement prospectif aussi de cette filière. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres qu'on peut retrouver de pouvoir mieux structurer une politique à travers ce type de document. On continue avec l'objectif 3, qui est de doter les acteurs locaux des moyens financiers nécessaires au développement des énergies renouvelables. Alors, il y a différentes manières pour les collectivités de pouvoir soutenir financièrement les structures locales qui portent des projets. Donc, il y a de manière assez simple, la première chose, quand c'est possible pour la collectivité, de soutenir financièrement les structures locales qui accompagnent les collectivités. On sait très bien qu'on est dans un contexte de réduction budgétaire. Il y a aussi, ça peut passer par d'autres manières. Lancer des appels à projets pour financer l'animation ou des études techniques, donc quelque chose de plus précis. Une autre manière et une autre mesure que l'on porte, c'est de mettre en place des avances remboursables et des garanties d'emprunt à la condition qu'on est sur un projet qui est porté localement.
Ça, c'est très important. On le voit dans les projets citoyens qu'on a pu accompagner et financer au sein d'Énergie Partagée. Généralement, les projets citoyens ont besoin, et c'est les partenaires bancaires qui le demandent aussi, d'avoir des garanties, et la collectivité peut le faire. En tout cas, on l'a vu dans plusieurs cas. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à contacter vos collectivités en vous basant sur des exemples des exemples précis de projets qui ont pu bénéficier d'avances remboursables et de garanties d'emprunt. Une enveloppe investissement, donc réserver une enveloppe d'investissement au projet d'énergie renouvelable citoyenne hors compétences énergie. On l'a vu la semaine dernière, notamment avec la métropole de Grenoble, qui, pour investir dans une société de projet, a non pas sollicité son enveloppe énergie, mais économie sociale et solidaire, parce que quand on parle de projet d'énergie renouvelable citoyenne, on est vraiment au croisement entre la transition énergétique et l'économie sociale et solidaire. Donc, c'était pour eux pertinent, et aussi une manière pour contourner la compétence de pouvoir solliciter cette enveloppe. Une dernière mesure qui est donc soit la mise en place ou solliciter des outils d'investissement et de financement publics et citoyens pour financer les projets d'énergie renouvelable citoyens. En France, on observe la création de fonds régionaux. Donc, comme il y a le fonds OSE depuis un petit moment, il y a aussi la région Midi-Pyrénées qui a mis en place son fonds. Il y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine qui est donc un fonds régional qui va financer, selon les régions, soit le développement des projets ou l'investissement des projets. Donc, il faut aussi compter sur ce type d'outils territorial pour pouvoir financer les projets, et aussi pour les communes de pouvoir investir dans ce type d'outils d'investissement. Quatrième objectif, qui est de garder la maîtrise des gisements en partenariat avec les industriels. Pour nous, c'est important aussi de pouvoir inscrire dans les politiques locales et notamment dans les PCAET cet objectif. D'une part, pour en fait organiser un partenariat avec les entreprises de développement, notamment. Ce qui veut dire de maîtriser l'orientation des études. On incite beaucoup de collectivités à mettre en place des cahiers des charges qui inclut un critère de gouvernance locale et qui permet de mettre en concurrence plusieurs entreprises de développement pour pouvoir sélectionner celle qui est plus en phase avec le sens qu'on doit donner au projet d'énergie renouvelable. Maîtriser l'orientation des études, ça nécessite, pour élaborer le cahier des charges, de former les agents territoriaux, les élus et les structures locales à négocier et avec les entreprises de développement pour rentrer dans une démarche de partenariat. La maîtrise de l'orientation des études, ça passe aussi par mobiliser les compétences internes. Donc, il y a certaines collectivités, syndicats d'énergie aussi, qui ont des compétences à mettre au profit des projets de territoire. Et c'est très important aussi pour nous, on l'a vu dans certains projets, notamment des projets de méthanisation, comment des syndicats intercommunaux ont permis par la mobilisation en fait de leurs compétences internes, de susciter des projets de méthanisation, d'organiser des formations d'élus, d'agriculteurs pour pouvoir monter des projets de méthanisation. Donc, il est vraiment très important de pouvoir mobiliser les compétences internes des agents territoriaux des collectivités. En contrepartie, il y a aussi, il est important de le rappeler parce que c'est souvent oublié, les collectivités n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir investir directement dans des projets citoyens, dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, la collectivité a d'autres manières en fait de pouvoir s'impliquer. C'est l'organisation de réunions publiques, la mise à disposition de données. Appuyer aussi la communication des projets.
tout ça, il est possible de pouvoir le valoriser en apport en nature, ce qui permet à la collectivité de pouvoir participer dans le capital de la société de production. Donc, là aussi, c'est important de pouvoir rappeler la possibilité aux collectivités de valoriser leur implication, pas forcément de manière pécuniaire, mais aussi par tout ce que je viens de mentionner. Je termine par l'objectif numéro 5, où là, on sera 2 à intervenir sur cette diapositive. Quand on parle de projet citoyen, c'est aussi pour développer ce qu'on appelle les circuits courts de l'énergie. Donc la partie à la fois production, mais faire en sorte que cette production bénéficie à la consommation locale. On porte 2 propositions, qui est d'abord de pouvoir valoriser cette électricité produite, parce que pour le moment, on est quand même surtout sur des énergies renouvelables électriques. Cette proposition, elle est liée à la réalité aussi des projets citoyens. Donc, valoriser l'électricité produite localement auprès d'acheteurs locaux et éthiques. Donc là, on fait mention, par exemple, de Sorégie, d'Enercop, il y a GEG aussi. Donc, pour nous, ça nous paraît important de pouvoir travailler sur ce circuit court de l'énergie en phase avec des structures plus locales et qui ont un fonctionnement coopératif. Et puis, c'est aussi de pouvoir proposer aux collectivités de s'alimenter en énergie renouvelable, 100% renouvelable, et aussi avec un fonctionnement coopératif. C'est la raison pour laquelle on mentionne encore une fois Enercop et Sorégie. Je vais passer la parole rapidement à Vincent Poisa qui travaille pour Enercop pour vous préciser ces 2 propositions. Merci Justine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Vincent Poisa. J'ai rejoint Enercop en juin 2017 et je suis client sociétaire depuis 2011 et je suis aussi élu écologiste et citoyen à Ville de Rueil-Malmaison et j'ai rejoint Enercop pour notamment promouvoir Enercop auprès des collectivités locales. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'Enercop, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas encore très bien Enercop. Donc, nous sommes une coopérative créée en 2005 par des acteurs de l'écologie comme Greenpeace, Biocop, Terre de Liens et des pionniers des énergies renouvelables comme Espul ou Leclerc. Et nous avons 3 caractéristiques principales. Nous sommes fournisseurs d'électricité d'origine 100% renouvelable en contrat direct auprès des producteurs. Ça veut dire qu'on achète notre électricité auprès de producteurs d'électricité d'origine renouvelable que l'on revend à nos clients. On est coopératif, on est une SIC. Ça veut dire que toutes les parties prenantes du projet, au projet Enercop sont représentées au sein du conseil d'administration et notamment, il y a un collège pour les collectivités locales. Ça veut dire que les collectivités locales peuvent ultimement être membres du conseil d'administration. On en a déjà quelques-unes qui sont sociétaires chez Enercop. Et enfin, nous sommes décentralisés, c'est-à-dire que la coopérative croît, je dirais, de façon nativement décentralisée, puisque dès les premières années après la création d'Enercop, des coopératives locales se sont créées dans les régions pour être au plus près des acteurs locaux et permettre la transition énergétique au plus près des besoins des collectivités, des acteurs locaux, des énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce que peut faire Enercop pour les collectivités et la transition énergétique? Je voudrais d'abord commencer par citer un exemple tout à fait emblématique que j'ai découvert en plus en arrivant chez Enercop. C'est le cas de la commune de Muttersolz en Alsace, dans le 67, dans le Bas-Rhin, qui est devenue cliente Enercop pour tous ses points de livraison, c'est-à-dire bâtiments et éclairage public en juillet 2017. Et depuis lors, donc, on fournit donc toute l'électricité pour cette collectivité, pour cette commune, et aussi on rachète l'électricité produite par les centrales, notamment les centrales photovoltaïques
qui sont présentes sur leur territoire et qui ont été construites par la commune. Et donc, on rachète, Enercop rachète l'électricité de ces centrales. On est aussi en cours de discussion pour racheter l'électricité produite par une petite centrale hydraulique que la commune a rachetée, que veut remettre en service, avec son objectif d'être un territoire à énergie positive. Et pour elle, Enercop est le partenaire clé pour atteindre cet objectif, puisqu'on peut à la fois vendre de l'électricité et en acheter, et faire l'équilibrage, et donc permettre à la commune, sur le papier, ultimement d'être 100% énergie renouvelable dans le futur. Alors, pour cela, donc ça, c'est l'exemple le plus avancé. On travaille aussi avec Nantes Métropole, où on livre 600 points de livraison. Avec la commune de Paris, on a 32 groupes scolaires que l'on livre en électricité 100% renouvelable. On travaille beaucoup avec des collectivités en région, la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour, la ville de Lorient, la ville de Brest, en Bretagne. Et pour cela, j'attire votre attention sur le fait que c'est important de comprendre que l'électricité, c'est aussi une commodité. Et donc, parfois, les élus, ils savent même pas qui achète l'électricité chez eux. Et parfois, c'est même pas la commune qui achète l'électricité pour ses besoins. La plupart du temps, même, il passe par un groupement d'achat. Donc, c'est-à-dire une entité supérieure, soit un EPCI, c'est-à-dire une communauté de communes, soit un syndicat d'électrification, comme il y en a beaucoup en France, notamment en région parisienne avec le Syperec, mais le syndicat d'électrification d'Ille-et-Vilaine, le syndicat d'électrification de l'Allier, le SDER aussi en Charente-Maritime. Tous ces syndicats achètent de l'électricité pour le compte des collectivités locales. Ce qui fait que si vous démarchez vos élus dans vos régions, petit 1, le maire, il peut vous dire, je sais pas qui achète l'électricité, ou alors il peut même vous dire, oui, mais c'est pas moi. L'électricité, elle est achetée par le syndicat local ou par la communauté d'agglomération qui est l'entité chapeau pour les achats d'électricité de la commune. Donc, je dirais que c'est important de savoir ça et de pouvoir préemptivement poser des questions aux élus pour identifier qui est l'acheteur des électricités, de l'électricité pour ensuite, le cas échéant, pouvoir agir auprès de l'acheteur, je dirais, parce que si c'est le PCI, demander au maire quel est le contact à l'EPCI et de lui demander de faire remonter sa demande au sein de son EPCI pour que l'EPCI crée un lot spécifique pour Enercop. Parce que l'autre difficulté avec Enercop, c'est qu'on est souvent plus cher que la concurrence, et donc on demande aux collectivités qui souhaitent travailler avec nous de créer un lot spécifique, donc pour permettre à Enercop d'y répondre et selon des cahiers des charges plus exigeants que l'on peut, le cas échéant, fournir à la collectivité concernée. Voilà. Merci Vincent. Alors il y avait une question sur comment et à quel moment passer en vente d'électricité chez Enercop, mais je pense que normalement Vincent vient d'y répondre, donc j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à le contacter, on vous enverra ses coordonnées si vous voulez avoir plus de précision aussi. Donc je termine mon propos et cette première partie donc en vous disant que toutes nos propositions ont été maquettées, vous avez reçu donc le document et elles sont en ligne aussi sur le site d'Énergie Partagée. Et une dernière information qui nous paraît important aussi, c'est qu'on a réalisé un guide pratique à destination des collectivités pour pouvoir présenter les différentes manières
qu'ont les collectivités pour pouvoir s'impliquer dans un projet d'énergie renouvelable de territoire. Il revient sur une vingtaine d'expériences de collectivités, depuis la commune rurale jusqu'à la région. Donc je vous invite à pouvoir le parcourir, le découvrir. Il est en ligne sur notre site aussi, et ça pourra compléter toutes nos propositions qu'on vient de vous présenter. Donc on va pouvoir passer aux questions. Je crois qu'il y a eu pas mal de questions, notamment déjà sur le PCAET, donc merci Charlotte d'y avoir répondu. Donc il y a deux autres questions. Alors, vous nous demandez des précisions sur les outils qui permettent d'évaluer les potentiels PV et un repérage des toitures sur une Comcom. Alors, on n'a pas la réponse exacte. Alors, peut-être que d'autres participants vont pouvoir l'avoir. On a effectivement la ville de Paris, par exemple, qui a fait son cadastre solaire, qui a été accompagné par la société Apur, mais je ne sais pas quel outil ils ont utilisé exactement. Il y a Insun We Trust, mais a priori c'est plutôt pour un outil pour les particuliers. Donc on va aller à la pêche aux informations, et si on trouve une réponse bien précise, on vous l'enverra aussi. Et donc il y a Insun, oui, on dit bien Insun We Trust. Il y a un outil d'estimation qui s'appelle GeoPortail et PVGIS. Ok, donc merci aux participants de pouvoir contribuer aux réponses. Une deuxième question qui porte sur y a-t-il une expérience réussie de valorisation officielle de l'implication d'une collectivité validée par un commissaire aux apports? Alors là, on a plusieurs. Pour moi, on a plusieurs projets. Notamment, je pense que il y a des projets, notamment avec les centrales villageoises, où on aura des expériences réussies. Après, voilà, je pense qu'il faut vraiment se tourner plutôt vers les centrales villageoises, où c'était assez facile pour elles, puisque le principe des centrales villageoises, c'est de pouvoir rassembler à la fois les collectivités et les citoyens. Voilà pour le moment ma réponse. Après, il y a... Ouais, voilà, je préfère terminer là parce que je veux pas... c'est sûr qu'il y a d'autres projets citoyens, mais je préfère pas les mentionner parce que je suis pas sûre s'il y a eu vraiment l'intervention d'un commissaire en apport. Non, sur les plus gros projets, Marianne, je pense que clairement, l'apport en nature est beaucoup plus symbolique en fin de compte. Parce qu'à un moment donné, pour des projets plutôt, donc des projets éoliens, il va falloir que la collectivité investisse directement et pécuniairement. Donc voilà, pour moi, l'apport en nature, il est intéressant pour des projets d'un dimensionnement plus petit, et pour un premier pas pour la collectivité, pour peut-être aller plus loin et investir directement et financièrement. Ok, donc je vous propose qu'on continue avec le second temps du webinaire, où je vais redonner la parole à Charlotte pour pouvoir nous présenter différents conseils à vous apporter en tant qu'association locale ou acteurs locaux, en tout cas, pour pouvoir solliciter vos élus pour intégrer ces propositions aux planifications énergétiques. Alors, du coup, quelques pistes d'action. Ce que je vais vous présenter, c'est des éléments méthodologiques qu'on transmet notamment peut-être que je peux mettre même en grand écran finalement. Voilà, qu'on transmet notamment au groupe de travail inscrit dans le cadre de la campagne alternative territoriale. Donc, il y a peut-être des éléments qui vous sembleront pas tout à fait appropriés en fonction de type d'acteur que vous êtes. J'ai cru comprendre que les participants à ce webinaire étaient vraiment très diversifiés. Toujours est-il qu'on est vraiment sur des cadrages méthodaux et non pas des éléments de fond, mais qui, je pense, sont importants pour réussir à pousser des mesures auprès de nos territoires. Cette question du plaidoyer, je tenais juste à rappeler qu'en fait, elle est pas du tout anodine. Le plaidoyer, ça consiste principalement à proposer des mesures. Ça vient de plaider, faire valoir son opinion et son point de vue. Donc, ça consiste à proposer concrètement des vraies mesures. Et pour ça, il s'agit de s'impliquer
dans la politique publique au niveau local. Pour s'impliquer correctement, il faut être identifié par nos élus, par les services des collectivités, comme un acteur quasiment incontournable sur le territoire. Si vous portez un projet de développement d'ENR, j'imagine que vous êtes d'ores et déjà en contact avec les services et les élus pour tout un tas notamment de documents administratifs, mais vous êtes aussi porteur de tout un tas de solutions et de messages de politique publique, et faire de vous des acteurs identifiés et reconnus qui seront quasi automatiquement consultés ou appelés par les services et les élus lorsqu'il s'agira de parler d'énergie et de climat. C'est de notre point de vue quelque chose d'assez important et qui n'est pas encore très structuré en France sur les questions de climat et d'énergie. Pour pouvoir réussir à transposer ces mesures et les propositions que l'on porte dans les politiques publiques, il faut réussir à créer un rapport de force pour obtenir des victoires. C'est pas juste de proposer des bonnes solutions qui nous fait gagner, mais c'est aussi que ces bonnes solutions soient portées par tout un tas de gens sur le territoire et pas uniquement des écolos à cheveux longs habillés en vert, mais aussi plein d'acteurs différents qui vont tous porter cette demande auprès des élus. Les élus voilà, sont par définition élus par leurs concitoyens, donc à l'écoute des besoins et envies de la majorité. Le plaidoyer, ça implique quand même de suivre ce qui se passe sur le territoire. On ne va pas uniquement proposer une fois notre solution, et bel et bien revenir régulièrement voir les élus, demander où en est la mise en œuvre et attendre des retours, des réponses à nos questions, etc. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'en fait, ça correspond quand même à beaucoup, en tout cas en grande partie et dans beaucoup de territoires, à des attentes des élus et des services. Ne partons pas du principe que les collectivités sont forcément en opposition avec les groupes de citoyens pour la transition. Bien au contraire, on est très souvent face à des élus sur les questions de climat, d'énergie, d'environnement et des services qui portent notamment les plans climat par exemple, qui sont des gens vraiment à l'écoute de ce qu'on peut proposer. Écouter ne veut pas forcément dire entendre et mettre en œuvre derrière, mais en tout cas, il est tout à fait possible d'aller dialoguer avec nos collectivités qui très souvent sont même plutôt dans la situation inverse où elles organisent des réunions publiques où personne ne vient à part Madame Michu pour parler des dernières crottes de chien sur le trottoir. Et c'est aussi une réalité dans les territoires, c'est que si on n'est pas identifié, on n'est pas forcément invité, et si on n'est pas invité, on ne peut pas porter nos mesures. Du coup, concrètement, quand on dit plaidoyer, qu'est-ce qu'on fait en termes d'action pour le plaidoyer? Alors, ça va paraître évident pour certains d'entre vous et intéressant pour d'autres, mais je vais quand même du coup aller assez vite. Mais je vous donne juste ici quelques exemples qui sont mis un petit peu, gardez en tête qu'il y a vraiment une logique de gradation à avoir dans votre stratégie, c'est-à-dire que vous n'allez pas, je caricature volontairement, mais vous n'allez pas organiser une action directe non violente face à votre élu avant même de lui avoir écrit un courrier lui expliquant concrètement ce que vous souhaitez faire sur le territoire, ce que vous portez comme demande ou comme mesure peut-être concrètement, avant de l'avoir rencontré, d'avoir du coup discuté avec les services ou directement avec l'élu. N'hésitez pas à proposer à vos interlocuteurs dans les territoires de visiter d'autres territoires, notamment sur les questions de développement de projets d'ENR. La preuve par l'exemple, elle est souvent quand même très efficace et peut-être même plus que lorsque on est un citoyen lambda qui propose une solution. Si on montre à un maire ce qu'un autre maire a fait, c'est beaucoup plus incitateur. N'hésitez pas potentiellement à organiser des réunions publiques ou parler de structuration d'un rapport de force. Ça signifie avoir embarqué avec vous d'autres gens dans la dynamique. Donc pour ça, il faut que vous vous informiez, que vous proposiez vos alternatives à plusieurs personnes en structurant des réseaux d'alliés potentiellement. Et ça passe par tout un tas d'outils de manifestes, courriers, pétitions et autres qui vous permettent justement de consolider votre assise et le portage de votre mesure de manière assez large. N'hésitez pas à faire appel aux médias locaux. C'est vraiment l'une des premières choses que lisent vos élus dans les territoires, c'est l'APQR, la presse quotidienne du territoire. Et si vos messages passent là-dedans, ils auront encore plus d'impact. Et là, c'est plutôt à destination de nos collectifs de militants qui, pour beaucoup, sont aussi activistes. Mais on peut utiliser des actions directes non violentes dans le cadre d'un travail de plaidoyer. Bien évidemment, en étant sur une logique de gradation, on mettra en place des actions si
réellement, on n'a eu aucun retour, aucune réunion, aucun échange, des échanges absolument infructueux face à nos élus. Par exemple, je citerai des exemples tout à l'heure, juste après ces présentations. Pourquoi on parle de concertation? Alors ça peut paraître un peu rébarbatif. La concertation, c'est très large, hein. C'est le fait d'aller voir des acteurs du territoire et de leur proposer de participer à la décision de politique publique. Mais ça peut aller de la simple information où en fait vous n'êtes pas du tout impliqué à une vraie codécision, ce qui est la pyramide en bas de cette diapositive. Toujours est-il que quoi qu'on en pense et quelle que soit la réalité de la mise en œuvre des modalités de concertation dans les territoires, c'est une carte à jouer pour nous, notamment dans cette année de finalisation des plans climat. Parce qu'en fait, dans les territoires, et peut-être que les acteurs présents dans ce webinaire qui travaillent en collectivité le confirmeront, ou pas d'ailleurs, mais autant sur la biodiversité, par exemple, vous avez des réseaux très structurés comme France Nature Environnement, où quand on est élu au service, on sait qu'on va chercher la structure locale adhérente de FNE pour apporter une expertise ou participer sur les questions de biodive et d'aménagement. C'est beaucoup moins le cas sur les questions de climat et d'énergie. Donc on a besoin de se faire connaître et de s'impliquer dans ces politiques publiques locales. On est trop souvent absent et donc on ne peut pas ensuite forcément, c'est ce qui est écrit juste après, si vous n'avez pas été impliqué, si vous n'avez pas proposé, il vous sera compliqué de râler. Alors c'est pas le bon terme, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et puis c'est pas toujours rigolo d'aller à des réunions de concertation. Là je parle de réunions parce que dans les cadres de processus de concertation, il y a plein de choses possibles. Mais en tout cas, ne pas être présent à ces réunions, c'est aussi laisser la place aux gens qui ne sont pas forcément de notre camp. Et vous avez, j'imagine, des exemples en tête où il y a des réunions qui ont lieu sur des projets de développement d'ENR typiquement, et vous allez avoir beaucoup plus de NIMBY qui se pointent que de pro-éoliennes. Et donc voilà, on ne peut pas se permettre de laisser notre chaise vide quand il s'agit de défendre nos positions. Du coup, très rapidement sur des éléments de méthodo, la première chose, c'est vraiment s'intéresser aux institutions. Je pense que parmi vous, ceux qui sont en collectivité ou porteurs de projets éoliennes, vous le savez parfaitement. Mais typiquement, vous n'allez pas demander à votre intercommunalité d'agir sur les menus des cantines des lycées, puisque c'est la région qui a la main dessus. Donc, c'est vraiment important quand même de bien comprendre quels sont les acteurs qui ont la main sur ce que vous souhaitez faire bouger. Sinon, vous perdez vous aussi en crédibilité, puis vous perdez du temps. De bien comprendre aussi qui sont vos élus et qui agit sur quoi et comment se structure la relation de pouvoir. Dans certains territoires, votre élu en charge de l'environnement, en fait, il est extrêmement minoritaire ou pas très impliqué, pas très porteur, pas très moteur, et vous auriez plus intérêt à passer par l'élu à la démocratie participative ou à je ne sais quoi d'autre qui aura plus de poids et qui sera plus à votre écoute. Dans certaines collectivités, le chargé de mission est quelqu'un de très moteur, très porteur, qui a totalement l'oreille de l'élu. Et en fait, ce sera vraiment le bon interlocuteur et la bonne personne avec qui échanger. Donc, avant de commencer votre travail de plaidoyer au niveau local, analysez un petit peu ce rôle, ce poids et cette structuration de la collectivité. Ensuite, à nouveau, c'est ce que nous, on conseille là à nos groupes membres de la campagne, et j'espère que c'est pertinent pour certains d'entre vous, les gens qui sont présents, mais on recommande vraiment de bien analyser le tissu local. Qu'est-ce qui se passe sur votre territoire? Qui est présent? Est-ce que vous avez, alors j'ai mis un schéma pas très heureux, mais quel est l'archétype d'activité militante, associative, alternative ou autre sur votre territoire? Est-ce que vous êtes principalement face à des structures d'expertise et de plaidoyer, par exemple comme des associations de type Virage Énergie qui portent des solutions, des chiffres, des rapports, etc. Où là, ça va être génial, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'argumentaire, sur le fond. Si vous êtes sur des campagnes d'énergie renouvelable, typiquement, vous allez vraiment pouvoir utiliser cet apport-là. Par contre, il n'est pas dit que ces associations-là, on parle d'archétype, hein, je ne parle pas particulièrement de cette association, mais le cliché de la structure d'expertise et de plaidoyer n'est pas forcément celle qui arrive le mieux à communiquer, à simplifier son discours, etc. Donc, il va peut-être falloir travailler avec les autres pour réussir à porter ce message-là. Vous avez d'autres types d'associations qui sont des structures de MOB ou d'actions. C'est le cas, par exemple, d'ANV COP21.
Là, on est sur des structures où c'est très très chouette de pouvoir travailler avec eux parce que vous avez une capacité à embarquer d'autres territoires, à mobiliser sur des événements ponctuels, etc., à faire travailler des gens ensemble qui est intéressante. Par contre, c'est des structures qui auront besoin des structures d'expertise et de plaidoyer pour construire leur fonds. Voilà. Sur les structures de sensibilisation, animation, grande partie des associations dans les territoires font ce type d'activité. Un gros intérêt, c'est que ce sont souvent des structures qui ont un ancrage local assez fort et qui potentiellement sont un peu connues quand même des élus et des services. Donc c'est intéressant de se rapprocher aussi de ces structures, notamment pour aller convaincre, mobiliser, toucher d'autres publics. Et je pense que dans les membres du collectif pour l'énergie citoyenne, vous êtes surtout dans la catégorie de gauche de ce petit schéma, c'est-à-dire porteurs d'alternatives, comme le sont les AMAP ou les collectifs de réparation de vélos et autres qui, parfois, sans le savoir, finalement portent en eux les solutions, mais n'ont peut-être pas toujours fait le switch de passer de leurs alternatives qui sont promues sur le territoire à une vraie politique publique territoriale. Et donc, c'est vraiment l'articulation entre ces 4 stéréotypes d'activités militantes qui permettra de réaliser un plaidoyer correct en conjuguant de l'expertise et du fond, de la preuve par l'exemple avec des alternatives et donc un réseau d'adhérents qui en fait sont des potentiels militants aussi. Une manière de mobiliser sur le territoire avec des actions ou des animations. Évidemment, vous devez adapter votre posture face à la collectivité. On vous le disait tout à l'heure, le rapport à la collectivité, très souvent, on est sur quand ça se passe pas très bien, on est parfois sur un tort partagé où on ne s'est pas fait connaître auprès des élus, auprès des services. Et c'est pas parce que la collectivité ne souhaitait pas nous parler, c'est juste qu'on est quasiment invisible sur le territoire. Du coup, face à un élu conciliant, par exemple, c'est vraiment votre meilleur allié. Donc, faut vraiment chercher plutôt à aller dans son sens, à faire en sorte que cet élu porte vos propositions, travailler tous ensemble. Le cas qui est très souvent majoritaire dans les territoires, c'est les élus non informés, qui connaissent pas bien. Avant d'aller agresser les élus, c'est quand même important d'avoir pu faire un travail de pédagogie, et c'est aussi l'un de nos rôles en tant que tissus divers et variés de militants énergie et climat, que d'aller informer, d'aller transmettre et d'aller mobiliser aussi nos élus. Et face à un élu réfractaire, c'est évidemment pas très facile de travailler, mais il vaut mieux toujours quand même commencer par un travail de proposition déjà des mesures, de voir un petit peu comment ça se passe, et puis surtout là, vous allez avoir quelque chose de très important à faire qui va être de vraiment chercher vos alliés, et la priorité de votre travail, ce sera de renforcer le rapport de force en votre faveur face à ces élus réfractaires, dont vous pouvez relever les incohérences. Hein. Un élu qui ne vous écoute pas sur des propositions de mise en œuvre de mesures, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas signé un document avec une ambition affichée très haute sur je ne sais quel sujet, parce que ça l'engage à pas grand-chose. Un type de document dont vous pouvez vous servir. Ce qui est le cas du plan climat, par exemple. Les territoires qui, en ce moment, affichent une volonté zéro émission nette en 2050, 100% ENR en 2050, c'est super, c'est vraiment génial. Il faut les prendre au pied de la lettre et ensuite régulièrement revenir les voir pour leur demander comment on fait là pour atteindre le 100% ENR en 2050 alors que vous mettez un budget totalement ridicule sur du développement de ENR ou de la rénovation. C'est vraiment des choses sur lesquelles s'appuyer. Du coup, vous avez un positionnement à trouver et que vous allez pouvoir faire avec un petit travail un peu de réflexion avant de vraiment vous lancer tête bêche dans votre forme de campagne au niveau local, qui est de croiser un petit peu où vous vous situez dans le tissu des acteurs au niveau local. Qu'est-ce qu'il existe dans le territoire? Est-ce que il y a principalement des porteurs d'alternatives ou des activistes qui organisent des grosses mobilisations? Charlotte, il reste un peu moins de 10 minutes. Ok, je termine tout de suite, c'est ma dernière diapo, je pense. Ah, ok, super. Et vous allez croiser ça avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'analyse de vos forces, faiblesses et opportunités, menaces en interne et en extérieur, de ce que vos élus, dont on parlait à l'instant, ce qu'ils attendent un petit peu sur le territoire et ce que vous pouvez leur apporter, ou pas d'ailleurs, et vos objectifs de campagne. Et ça vous aidera, je pense, vraiment à trouver le bon discours, les objectifs bien précis, les bons alliés et les bonnes cibles.
Je vous ai mis des liens, mais parce que Justine vous fera parvenir, je pense, le PowerPoint. Il y a des exemples hyper intéressants de collectifs qui ont obtenu des victoires dans les politiques publiques au niveau local. Vous pourrez cliquer sur les liens et vous avez toute l'histoire qui est expliquée de cet exemple-là d'une association basque qui a fait un suivi des politiques publiques très pointu et qui a vraiment fait pencher le rapport de force en leur faveur auprès de pas mal d'élus et qui ont gagné d'autres batailles sur des sujets précis, notamment sur des politiques de cyclabilité. Vous pourrez cliquer sur les liens, il y aura tout dedans. Et j'ai mis ici un exemple d'un outil qui peut être utilisé à la fois par les collectivités pour réaliser justement ce suivi de leurs actions dans le temps, mais qui peut aussi être utilisé par les militants. C'est l'exemple qui était dans la diapo d'avant, où le remplissage de ce tableur-là permet de faire sortir des petits diagrammes qui montrent si la collectivité est dans les clous ou pas dans les clous. Et voilà. Et donc, on peut l'utiliser à la fois comme EPCI pour suivre sa politique ou animer l'action des communes, ou bien en tant qu'association pour faire une sorte d'évaluation de ce que fait la collectivité et pouvoir le diffuser potentiellement à la presse locale, ce qu'a fait l'Asso Basque, dont vous irez voir l'histoire sur les liens. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte. Bon, bah voilà, donc merci pour cette présentation. Je voulais juste ajouter un point qui est que je pense que c'est important aussi de pouvoir dès à présent voir dans quelle manière il est possible de participer au comité de suivi. Et je sais qu'il y a le réseau Énergie citoyenne en Pays de la Loire qui travaille à essayer de voir quelles sont les communes qui mettent, les EPCI qui mettent en place des comités de suivi pour pouvoir participer aussi au suivi des mesures, mais aussi à pouvoir être force de proposition. Donc, je crois que c'est aussi un autre biais important. Est-il possible de revoir le webinaire ? Car vous avez manqué le début. Oui, ce sera possible. On va un peu monter le webinaire pour faire en sorte que vous ayez les images assez fluides et on vous enverra le webinaire et les supports ces prochains jours, certainement en début de semaine prochaine. Voilà. Est-ce que vous avez quand même d'autres questions par rapport à la présentation de Charlotte, sachant qu'il y avait une question plus sur la méthodologie qui était posée par Nicolas. Mais de quelle méthodologie tu parles? C'est donc, je rappelle la question. Cette méthodologie a-t-elle été éprouvée positivement sur des territoires où les élus n'étaient pas forcément acteurs sur ces sujets? Là, c'est la question, j'imagine. Tu veux que je réponde un peu, Justine, très rapidement? Alors, du coup, on a pas mal de retours d'expérience, effectivement. Et quand on parle de méthodologie, oui, c'est vraiment des conseils et la manière dont on essaie de former, nous, les groupes locaux. En l'occurrence, les exemples que je vous ai mis sur les diapos précédentes, c'est vraiment exactement ce cas de figure-là d'une association à la base petite qui a réussi à se trouver tout un tas d'alliés, qui a écrit des courriers aux élus, rencontré les élus, dialogué, porté des rapports d'expertise et qui, face à certains refus, a réalisé in fine des actions de mobilisation, a fait chuter a modifié le rapport de force, a obtenu plein de victoires et aujourd'hui est impliqué dans un vrai dialogue avec la collectivité et a même fait partie clairement des structures qui ont poussé pour que la nouvelle intercommunalité fusionnée au 1er janvier 2017 porte un vice-président à la transition énergétique. Donc ça, c'est un très bon exemple et on en a plusieurs autres dans le cadre de cette campagne où on fait des fiches aussi pour partager avec les militants de ce qui se fait ailleurs. Une question qui est, est-ce que Énergie Partagée et le RAC est prêt à se déplacer sur invitation pour réaliser des plaidoyers dans les territoires? Alors, c'était aussi l'objet de ce webinaire, en fin de compte, c'est que tant le RAC qu'Énergie Partagée et puis en partenariat avec Alternativa, nous sommes des réseaux et on s'appuie sur des groupes locaux, sur des personnes qui travaillent et qui sont les artisans de la transition énergétique au niveau local. Donc, en tout cas, pour la part côté énergie partagée, on va beaucoup plus solliciter
les personnes et les structures qui seront proches de votre territoire. Ça fait sens aussi. Donc, si vous avez une demande d'intervention, faites-la nous passer. Par contre, on la diffusera à nos adhérents et nos partenaires locaux qui font partie du réseau Énergie Partagée. Dans le cadre de la campagne alternative territoriale, si vous cliquez sur un des liens, vous arriverez au bout d'un moment sur un formulaire d'inscription et qui nous permet de vous inclure dans des groupes de travail existants ou de vous mettre en lien avec d'autres gens qui souhaiteraient monter un groupe de travail. Et à partir de là, on vous donne aussi l'accès à tout un serveur, cloud en ligne, sur lequel il y a tout un tas de documents sur le fond et la forme des politiques climat au niveau local. Ensuite avec des formations organisées régulièrement, soit via un format webinaire, soit avec des propositions de venir à Paris les faire. Et puis nous, on en organisera un peu régulièrement au gré du tour Alternatiba. Juste sur cette question de mise en réseau, elle se fait progressivement parce qu'on a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits là récemment à la campagne, notamment parce qu'on a eu Vincent Verza là, qui a fait une vidéo sur le sujet et ça a amené plein de gens. Et du coup, on a juste des galères de bénévoles qui répondent aux mails. Mais voilà, si jamais vous vous étiez inscrit il n'y a pas très longtemps et que vous n'avez pas encore de réponse, ça viendra. C'est juste qu'on a beaucoup de mails en ce moment à traiter. D'accord. Alors, sont-ils aussi bons que vous? Oui, et parfois, enfin, faut aussi être clair. Les personnes sont des personnes qui sont impliquées depuis plusieurs années, ou en tout cas impliquées quotidiennement sur ces questions-là. Donc oui, sans aucun souci. Et Charlotte, tu as répondu à la question d'Adrienne. Donc, combien de porteurs de projets, de campagnes sont actuellement accompagnés par le RAC? Et il y a 31 groupes qui sont accompagnés par le RAC en partenariat avec Alternatiba. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Et donc, je rappelle qu'on va vous envoyer donc les supports et la vidéo donc ces prochains jours. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On est là pour vous répondre. Et bien, bon courage en tout cas et bonne continuation. Et faisons en sorte que les énergies renouvelables citoyennes puissent être relayées un peu partout, et notamment à travers ces planifications énergétiques. Merci beaucoup. Et une dernière information avant que j'oublie. Rendez-vous le 4 juin prochain pour le même type de webinaire, mais cette fois-ci sur les STRADET. Et on accueillera la région Occitanie et l'ADEME, la direction régionale de l'ADEME Occitanie, qui nous fera part de son témoignage autour de l'élaboration des STRADET et de ces différentes mesures incitatives autour des énergies renouvelables citoyennes. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. C'était super de t'avoir et à très bientôt. À très vite. Salut.